Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau JT de l'or du vendredi 17 septembre, octobre, novembre 2017. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voulais vous parler du cours de l'or, mais du cours de l'or qui nous permet d'acheter concrètement des pièces. Donc sur quel cours se baser, quel est le prix de l'or, comment se forme le prix de l'or et où trouver le prix et le cours de l'or officiel pour acheter vos pièces et lingots. Avant, je voulais que l'on fasse un petit détour sur une information qui me semble importante, qui est l'un des derniers communiqués de presse de la BCE, la Banque Centrale Européenne. On va passer, voilà, le communiqué de presse en question, qui est écrit en anglais, qui est de la European Central Bank, donc c'est bien la Banque Centrale Européenne, la BCE, vous n'avez pas plus officiel que ça. Je vous avais fait un petit montage, en fait j'ai repris une des images que j'avais réalisées pour un article du site Insolentiae, et donc on parle actuellement beaucoup de croissance économique, de retour de la croissance. La croissance en France va être de 1,7%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est absolument waouh, c'est majeur, c'est extraordinaire. On croule tous sous l'argent, c'est fabuleux, c'est la félicité et le bonheur globalisé. En Allemagne, on est carrément à plus de 2,5% de croissance, c'est encore plus fabuleux. Bon, il n'y a pas d'inflation, il y a encore moins d'inflation salariale et il y a encore moins de plein emploi, évidemment. Pourquoi cette croissance? Eh bien, vous avez la réponse dans ce communiqué de presse de la Banque Centrale Européenne. C'est dit, c'est officiel, on a les chiffres, on a tout ce qu'il faut. Vous avez tout simplement une augmentation de la masse monétaire alors vous avez ce qu'on appelle différents agrégats de masse monétaire. Rentrons pas dans les détails, ceux qui veulent aller fouiner iront fouiner. Vous tapez M0, M1, M2, M3, d'accord? C'est les agrégats de la masse monétaire. Je vous donne les mots-clés. Agrégat masse monétaire. Vous tapez ça sur Google, vous aurez toutes les explications. Ça vous dira exactement ce qu'il y a dans M0, ce qu'il y a dans M1, ce qu'il y a dans M3. On regarde globalement deux indicateurs de masse monétaire. On regarde l'agrégat, donc l'indicateur numéro M3. Je ne l'ai pas mis là, mais enfin bon, il est ici M3. Et là, on regarde également M1. Voilà. Donc, avec les dépôts à vue, etc. Regardez bien ça et vous vous rendez compte que tout simplement la masse monétaire pour ce qui est M3, elle est en augmentation de plus de 5% par an. Donc quand on augmente le nombre de billets, très basiquement et très trivialement, quand on augmente le nombre de billets de la partie de Monopoly de 5%, réussir à avoir une croissance qui est uniquement une croissance de 1,7%, excusez-moi, c'est juste pathétiquement minable, d'accord? C'est pas bon. Vous ne pouvez pas, si vous injectez 5 billets et qu'en réalité, au bout du compte, votre croissance économique, elle est de 2 billets, je vous assure, mathématiquement, ce n'est pas bon du tout et ça veut dire que vous êtes en récession théorique en réalité de 3 billets. Avec 5 billets, vous avez réussi seulement à générer 2 billets de croissance. Donc, ce n'est pas très très bon en réalité. Et puis alors, c'est encore pire si on prend effectivement l'évolution de la masse monétaire M1, puisque là sur M1, on est quasiment à 10% d'augmentation de la masse monétaire. Donc, je crée 10 nouveaux billets et je crée 1 de nouvelle croissance, enfin un set de nouvelle croissance, c'est-à-dire à peu près 2 billets de nouvelle croissance, alors que j'en ai injecté 10, et ben je suis en récession de 8 billets. Voilà la réalité de la croissance économique aujourd'hui en Europe. Et donc, si vous, monsieur et madame Michu, monsieur et madame Sandan, peu importe comment nous appellent nos mamamouchis de manière fort sympathique, nous, les gens d'en bas, eh bien, on ne ressent pas cette croissance, d'accord? On ne la ressent que de façon marginale. Moi, la seule croissance que je vois aujourd'hui de manière très concrète dans mon quotidien, c'est quoi? C'est des rayons dans le supermarché de beurre, des rayons de beurre qui sont vides. Ce que je vois, c'est une augmentation des prix sur certaines choses, et pas phénoménale d'ailleurs, mais il y a une augmentation de prix sur certaines choses. Je ne vois pas mon salaire exploser à la hausse, je ne vois pas mes amis ou mon entourage, ou les gens de ma famille qui sont complètement exclus de l'emploi, retrouver massivement du travail parce que vraiment, il y aurait des annonces partout. Tout ça, moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et pourquoi je ne le vois pas? Mais tout simplement parce que c'est ici. C'est parfaitement exprimé, vous le voyez bien. Il n'y a pas de véritable croissance. Alors, 1,7% de croissance, c'est mieux évidemment qu'une récession. Et puis les 2,8% en Allemagne, eh ben, c'est beaucoup mieux que d'avoir une récession. Donc évidemment, c'est bien, réjouissons-nous. Bon, mais une fois qu'on s'est réjoui, ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est une fausse croissance. En réalité, ce n'est pas de la croissance économique,
c'est de la croissance de la masse monétaire. Et une croissance économique ou une croissance de la masse monétaire, c'est évidemment deux concepts économiques radicalement différents. Les deux peuvent fonctionner effectivement ensemble, les deux doivent même fonctionner ensemble, croissance économique égale croissance de la masse monétaire, c'est une évidence, mais évidemment il faut que tout ça se fasse de manière harmonieuse et avec des règles de fonctionnement économique qui soient des règles saines, ce qui n'est pas le cas évidemment aujourd'hui et dans le contexte économique de taux bas, de taux même négatifs, et d'injection de liquidités. Voilà une information importante donc, sur laquelle je voulais attirer votre attention. C'était un communiqué de presse de la fin octobre, du 26 octobre 2017, de la Banque Centrale Européenne qui commentait les chiffres des évolutions de la masse monétaire de septembre 2017 et c'était donc le dernier pointage que nous avions. Nous n'allons pas tarder d'ici la fin du mois de novembre à avoir le nouveau pointage avec l'évolution de la masse monétaire en rythme annualisé mais au niveau d'octobre 2017 et plus septembre comme c'est le cas ici et je vous en parlerai sans doute parce que vous allez voir que cette tendance évidemment elle va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, revenons à notre thème principal et on va passer à la diapositive suivante, c'est comment je fais pour acheter de l'or en France et quel est le cours? Eh bien, le cours, la réponse, elle est là. Il n'y a pas de cours officiel de l'or en France. Il n'y a pas de cours officiel de l'or en France. L'or en France, dit autrement, n'est pas coté. Vous avez plein de gens qui peuvent donner la cotation de l'or. Je peux moi-même créer un site internet demain en disant prixdelor-en-france.com si j'en ai envie. Ne me piquez pas l'idée, je viens de la donner en premier. Et donc si je fais mon site prixdelor-en-france.com ou prixdelor-en-france.fr, je peux très bien dire que le lingot sur prixdelor.com, eh ben, il vaut 400 000 €. Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai. À Londres, ça vaut moins. Eh bien, c'est exactement ce que vous dit la Banque de France. Regardez ici, Banque de France, pareil, c'est parfaitement officiel. Si vous tapez cours de l'or, Banque de France, vous allez arriver sur le site de la Banque de France et vous allez pouvoir lire « La Banque de France publiera désormais sur son site internet les cours de l'or contre dollars et contre euros tels que fournis par le fixing de 10h30 à Paris, de 10h30 heure de Paris, pas de Paris, mais heure de Paris, par le London Bullion Market Association LBMA. La Banque de France prend juste le cours qui est donné à Londres au fixing de 10h30 par le LBMA et la Banque de France précise bien que ils sont communiqués à titre indicatif et ils ne constituent pas une référence officielle. Vous n'avez pas de cours officiel de l'or en France. Vous avez des cours de référence qui sont donnés par un certain nombre d'acteurs. Et tout le monde peut donner son cours de l'or. Ceci étant posé, on va donc maintenant passer à la diapositive suivante et on va parler des éléments constitutifs du prix de l'or. Puisque s'il n'y a pas de cours officiel, il y a évidemment une tendance. Et cette tendance, eh bien, c'est un prix de marché. Vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est-à-dire, est-ce que moi, aujourd'hui, vendeur d'or, Charles, j'ai envie de vous vendre mes pièces? Et est-ce qu'aujourd'hui, moi, Charles, j'ai envie de vous acheter votre pièce? Et si vous venez me voir et que vous voulez me revendre une pièce, moi, aujourd'hui, à quel prix j'ai envie de vous l'acheter par rapport à ce que me dit mon pifomètre? Alors le pifomètre, c'est évidemment pas un élément scientifique, mais pourtant c'est un élément fondamental de la formation des prix depuis la nuit des temps en économie. Aujourd'hui, on parle des marchés financiers. Mais pourquoi parle-t-on des marchés financiers? Tout simplement parce que le marché, c'est le lieu où se rencontrent l'offre et la demande, les vendeurs et les acheteurs. Et donc, les marchés, c'est aussi vieux que la halle et que l'humanité. Et donc j'arrivais avec mes volailles et mes poulets, j'arrivais avec mes fruits et mes légumes, j'arrivais avec mes pommes et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et quand vous allez sur votre foire, sur votre marché, que ce soit au quotidien ou que ce soit l'été pendant vos vacances, vous voyez bien que quand vous vous promenez d'un stand à l'autre, il y a un prix de marché
pour les tomates et que si vous achetez chez Pierre, Paul ou Jacques, parce qu'il y a 10 stands de primeurs sur votre marché, eh bien vous allez vous rendre compte assez rapidement, et je pense que vous le savez déjà tous, que globalement, les prix sur un marché s'ajustent et c'est l'offre et la demande qui se rencontrent. Et le marchand, quand il arrive le matin, eh bien, il a eu son prix d'achat, mais il sait bien que là, sur ce marché, eh bien, c'est plutôt un marché haut de gamme, donc il va pouvoir augmenter plutôt un petit peu ses prix, puis en plus, il a une demande qui est très dynamique aujourd'hui, donc il va augmenter encore un petit peu ses prix, etc., etc. Donc, vous avez un prix qui va se former en fonction du pifomètre, tout simplement, du nombre de pifomètres liés au nombre de marchands que vous avez là concrètement aujourd'hui sur la place du marché. Et donc, un marché financier, c'est la même chose. Voilà, c'est simplement beaucoup plus moderne avec des outils informatiques, mais à un moment donné, vous avez quelqu'un qui détient quelque chose et ce quelque chose, il est prêt à le vendre pour combien, il est prêt à s'en séparer pour combien, et de la même manière, à un moment donné, vous avez quelqu'un qui a envie d'acheter quelque chose et il a envie de l'acheter pour combien. Donc vous allez des fois être vendeur, vous allez des fois être acheteur, et donc vous pouvez avoir les deux casquettes évidemment sur ce même marché. Aujourd'hui, vous achetez de l'or, mais peut-être que demain, évidemment, vous serez plutôt vendeur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on a évidemment les cours internationaux et c'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer ce que disait la Banque de France, qui est l'autorité officielle tout simplement en France, pour vous dire s'il y a un cours officiel ou pas un cours officiel sur telle ou telle chose. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par vous parler de la Banque de France qui disait il n'y a pas de cours officiel. Par contre, ce qui s'en rapproche le plus, c'est ce qui est donné, nous, ce qu'on peut donner nous à titre indicatif qui est le plus neutre, qui n'est pas la cotation d'un acteur par rapport à un autre qu'on n'a pas plus à privilégier qu'un autre, eh bien c'est tout simplement le cours effectivement à Londres puisque c'est plus coté, l'or n'est plus coté à la bourse de Paris. Donc les cours internationaux, ça va vous donner le là. Mais on parle de cours internationaux. Et vous devez comprendre qu'il y a une différence énorme entre le cours du kilo d'or théorique à Londres et le cours concret de votre piécette ici à Paris ou dans le Périgord ou dans une boutique lyonnaise ou dans une boutique à Bordeaux. Pourquoi? Parce que moi, le petit vendeur de ma piécette, là, de mon petit Napoléon, je veux vendre un Napoléon aujourd'hui. Et puis, on me proposerait, mettons, 3 fois plus cher à Londres pour mon petit Napoléon. Super, mais je fais comment, moi, pour aller à Londres avec mon petit Napoléon? Et à qui je vais aller le vendre quand je vais descendre à la gare de Waterloo Station, hein? J'arrive. Au fait, il paraît que c'est plus cher les petits Napoléons ici à Londres. Qui qu'en veut? Qui veut me le prendre? Bon, évidemment, ça ne marche pas comme ça. Alors, les marchés financiers, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle des arbitragistes. C'est-à-dire, vous avez des pans entiers de gens, vous avez les mêmes actions qui sont cotées à New York, à Londres, à Paris, à Francfort. Les mêmes, par exemple, General Electric va être coté en Europe et aux États-Unis. Et en fonction des taux de change et des moments, et bien évidemment, vous allez avoir des petits décalages. C'est-à-dire que l'action General Electric à Paris va être un peu moins chère au même instant que l'action General Electric, par exemple, à New York. Et bien là, vous avez des équipes entières qu'on appelle des arbitragistes et qui sont chargés de réguler ça. Donc à ce moment-là, ils vont tout de suite racheter un petit peu plus à Paris pour revendre un petit peu plus à New York. Bref, hop, et les compensations vont se faire et les prix vont se réajuster. Vous pouvez le faire de manière très facile sur des actions parce que tout ça, c'est informatisé. C'est mis sous forme de papier, donc c'est très simple. Mais vous imaginez bien que quand vous êtes sur des fruits et légumes, des choux et des carottes ou des pièces d'or qui ont une réalité physique, eh bien évidemment, faire de l'arbitrage, c'est nettement plus compliqué. C'est cette impossibilité logistique, physique à faire de l'arbitrage instantané qui va expliquer tout simplement que vous avez une différence importante entre les cours de référence internationaux et le cours concrètement auquel vous allez éventuellement pouvoir acheter votre piécette aujourd'hui à Paris ou dans votre boutique près de chez vous ou par Internet, peu importe la manière dont vous allez faire votre acquisition. Le deuxième élément, c'est évidemment l'offre et la demande. Et l'offre et la demande, elle est locale et elle est en fonction d'un moment. Elle peut être fonction de mode, elle peut être fonction de mouvement de panique. Par exemple, quand il y a eu de grosses inquiétudes sur la Grèce a demandé énormément de Krugerrand. Et donc, tous les Krugerrand du marché européen étaient aspirés vers la Grèce. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les Grecs voulaient acheter absolument beaucoup de Krugerrand, qui est effectivement l'une des pièces internationales les plus négociées. Et donc, ils achetaient des Krugerrand.
Et en France, le prix du Krugerrand montait et la prime du Krugerrand était très importante à l'époque des difficultés que connaissait la Grèce. Alors, ça m'amène à la prime. La prime, c'est quoi la prime d'une pièce? Eh bien, c'est la différence entre, basiquement, le cours international de l'or à Londres, d'accord, du poids en or de cette pièce, c'est-à-dire que vous avez dedans 5 grammes, vous avez dans votre pièce 5 grammes d'or, le gramme, il vaut 40 € le gramme à Londres, donc votre pièce, elle a une valeur théorique de 40 € x 5 grammes, 200 €. Mais là, votre pièce, elle vaut 220 €, donc elle vaut 20 € de plus que son poids en or. Dans ce cas-là, on dit qu'elle a une prime positive, en l'occurrence de 20 €. 20 € sur 200 €, ben elle a une prime positive de 10%. On peut avoir une prime négative, donc si elle valait 180 €, ben globalement, on aurait une prime négative de 10%, c'est-à-dire qu'elle vaudrait cette pièce moins cher que sa demande en or. Pourquoi? Eh ben, quand vous avez des pièces qu'on appelle Reichsmark, eh ben, le Reichsmark en France, ce n'est pas très vendeur. Donc, sur des pièces comme le Reichsmark, qui ne sont pas des pièces vraiment demandées, eh bien, si vous arrivez avec un lot important de Reichsmark, vous n'allez pas forcément trouver d'acheteurs et à un moment donné, vous allez peut-être devoir baisser un peu plus votre prix et donc vous risquez de vous retrouver même avec tout simplement une prime négative, c'est-à-dire que vous allez peut-être céder vos pièces à une valeur inférieure à la valeur même du poids en or. Ce sont des choses qui arrivent. Alors c'est rare, mais ça arrive. D'accord? Donc vous avez l'offre et la demande. Vous avez la prime, vous avez évidemment la fiscalité. La fiscalité, je vais vous prendre une analogie. Plus la fiscalité est lourde, plus en général ça vient s'incrémenter sur les prix d'achat et les prix de vente. Ça fait monter les prix. En fait, la fiscalité fait monter les prix. Prenez le cas de l'immobilier, justement, comme analogie. Quand vous avez une défiscalisation, eh bien, les gens sont capables d'acheter plus cher un bien immobilier en d'euros-biens, en Pinel, en Cellier, en Ponce, en tout ce que vous voulez. Il y a autant de lois de défiscalisation qu'il y a eu de ministres du logement. Eh bien, chaque ministre du logement fait sa loi de défiscalisation et donc on vous donne une carotte fiscale pour acheter un appartement neuf. Et quand vous achetez cet appartement neuf, eh bien, en réalité, comme il y a une déduction fiscale, on constate quasiment systématiquement et dans 100% de cas que le prix au mètre carré a une fâcheuse tendance à augmenter du montant au moins de la réduction fiscale qui va vous être octroyée. Donc en réalité, la fiscalité a un effet assez inflationniste vers le haut sur les cours, les prix des choses. Donc la fiscalité va évidemment venir renchérir le cours de l'or en France puisqu'il y a une fiscalité qui est plus lourde que dans certains pays européens. Et donc vous avez des pays européens, c'est quand on compare les prix entre les pays européens, eh bien les prix ne sont pas tout à fait les mêmes, voire même parfois il y a de très grandes différences. Mais encore une fois, vous êtes dans un marché physique et quand vous êtes à Bordeaux, s'il faut aller à Stuttgart pour trouver des Napoléons pas chers, eh bien ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'argent, il va falloir pouvoir faire votre transaction, la préparer, etc. Donc tout ça c'est évidemment long, c'est difficile. Et puis il va falloir évidemment prendre le risque de revenir avec des valises chargées de lingots et de belles pièces en or et plus de billets. Vous avez évidemment également qui va influer la valeur de votre pièce ou de votre or, ce que j'appelle le rapport taille-poids-valeur. En gros, vous devez comprendre que sur un lingot d'1 kilo d'une valeur de 35 ou entre 35 et 37 000 € le kilo, vous n'avez pas beaucoup de gens qui aujourd'hui sont capables de venir et de mettre sur la table 40 000 €. D'accord? Et si demain la valeur de l'or double et qu'il faut mettre 80 000 € pour avoir 1 kilo d'or, eh bien le nombre de gens capables d'acheter 1 kilo d'or, il n'y en a pas beaucoup. Alors que mettre 220 € ou 230 € pour acheter un Napoléon, eh bien évidemment, même un smicard sans dents d'en bas qui n'a pas de sous, il peut, s'il économise vraiment et que si c'est son souhait, évidemment, plutôt que d'acheter un iPhone, acheter un Napoléon ou une pièce d'or. Ça, il peut le faire. Pourquoi cette analogie? Tout simplement pour vous dire qu'évidemment, le cœur de la demande, c'est pour les petits modules. Plus votre module est petit, plus il y aura
par définition de demande. Et plus il y aura de demandes, plus vous avez une prime possiblement élevée sur votre petit module. Plus vous allez prendre un gros module, plus vous aurez évidemment pas de mal, parce que le marché du lingot est extrêmement liquide, mais moins vous aurez de primes possibles sur des gros volumes. Et en réalité, si vous regardez cette notion de prime, la notion de prime, elle concerne bien les pièces, elle concerne beaucoup moins les lingots d'1 kilo et un petit peu les lingotins. Et enfin, évidemment, ce qu'on appelle le packaging, mais n'y voyez rien de péjoratif. Ce n'est pas le packaging dans le sens est-ce que c'est bien beau, machin, etc. C'est par rapport notamment à la fiscalité et pour pouvoir opter au moment de la revente pour une fiscalité, soit une taxe forfaitaire, soit une taxe sur les plus-values, ce qui va considérablement changer votre opération, eh bien, c'est savoir si vous avez un emballage individualisé ou pas individualisé. En clair, si je vous achetez 200 pièces et que vous les mettez dans un scellé unique, eh bien, le jour où vous voulez en revendre 2, eh bien, vous allez perdre l'avantage fiscal sur tout le reste. Donc ça, ce sont par exemple des choses qu'il faut évidemment maîtriser. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, et là, je voulais vous montrer justement des scellés individualisés. Alors là, tiens, juste pour information, vous avez ici un iPhone. Donc bon, c'est l'unité de mesure, c'est l'iPhone. Et vous avez ici un lingot d'1 kilo. C'est juste pour vous dire qu'un iPhone, c'est beaucoup plus gros qu'un lingot d'1 kilo. Un lingot d'1 kilo, c'est tout petit. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça et vous dire à quel point un lingot d'1 kilo, beaucoup d'entre vous n'en ont certainement jamais tenu dans les mains. Et c'est normal, ça coûte un petit peu cher et ce n'est pas forcément, moi en tout cas, ce que je vous conseille d'acheter. Mais voilà un lingot d'1 kilo pris en photo avec un Samsung et avec ici un iPhone. Là, vous avez tout simplement des scellés individuels où vous voyez que chaque pièce est emballée individuellement. Donc évidemment, le coût de main-d'œuvre pour emballer et référencer chaque pièce de manière individuelle, ce qui fait que vous pouvez individualiser la revente, l'achat comme la revente, et bien évidemment, ça a un coût. Alors ça a un coût qui va de 5 à 10 euros en fonction des fournisseurs et des prestataires qui vont vous facturer en gros le scellé individuel de 5 à 10 euros. Je citerai personne, mais voilà. D'accord. Donc après, il faut comparer toujours ce qui est comparable et ça, on va le voir dans la diapositive suivante qui est une petite liste de conseils pour essayer de bien acheter de l'or. Donc, le premier conseil que je vous rappelle vraiment, c'est ne soyez pas naïfs. Vous avez, parce que c'est l'or, ça répond aussi, c'est un commerce comme les autres, vous avez aussi ce qu'on appelle des prix d'appel. Donc je vous mets mon prix le plus faible, et puis évidemment quand vous lisez les petits caractères, et ben là vous avez le Napoléon à 205 euros, donc c'est vachement moins cher que partout ailleurs, mais à condition d'en commander 2500. Bon. Manque de chance, vous vouliez en commander qu'un. Et si vous en commandez qu'un, ce n'est pas 205 euros, mais c'est 275. Ah, c'est un peu plus cher. Oui, c'est un peu plus cher. Voilà, je force le trait, mais c'est la logique. Donc, il y a parfois une énorme différence. Avant d'appeler pour acheter, en fait, je vais continuer avec ce 6e point, mais que j'aurais peut-être dû mettre tout en haut en réalité. Avant d'appeler un prestataire pour lui demander à combien vous me faites le Napoléon aujourd'hui, le Krugerrand, la Maple Leaf, peu importe, à combien vous me faites telle pièce aujourd'hui. En fait, ne l'appelez pas pour ça. Appelez-le pour savoir pour aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, à combien il vous reprendrait votre Napoléon. Et ça, c'est fichtrement intéressant parce que n'oubliez pas, et j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur la chaîne Insolentiae TV, il y avait un JT de l'or consacré à ça. Le moment le plus crucial dans l'achat d'or, ce n'est pas l'achat d'or, c'est la revente. Parce qu'en réalité, tout à l'heure, je vous disais également, tout dépend à combien aujourd'hui, ma petite dame, j'ai envie de vous reprendre votre piécette. Ça va être en fonction du sens du vent, de l'estimation que j'ai du marché, de la tendance, de la demande que je perçois, etc. etc. Donc tout ça, c'est assez pifométrique. Et c'est pas
si vous voulez, c'est un processus qui n'est pas transparent, c'est un processus qui, par définition, est totalement opaque et profondément injuste, d'accord? Et c'est pas vous rentrez et puis le truc, il est affiché, machin, etc. Non, enfin, il est affiché, mais le prix que je vais former, le prix que je vais afficher officiellement, même s'il est affiché, c'est moi qui le décide, d'accord? C'est moi, l'acheteur ou le vendeur, là, dans cette boutique, qui dit, bah ouais, je reprends à temps, ou je vends à temps, ou je rachète à temps. Et si c'est pas tant, de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Et donc ça s'appelle la fourchette. La différence entre l'achat et la vente, c'est la fourchette. Et c'est sur cette différence-là que vous allez perdre ou gagner de l'argent. Et si aujourd'hui, j'achète mon Napoléon 250 €, mais que le même jour, je le revends 245, j'ai 5 € de fourchette. Si vous passez par un autre vendeur qui vous le vend effectivement 225, mais qui vous le reprendrait 180, waouh! Vous avez vu la taille de la fourchette. Donc, commencez par vous demander, par vous poser la question, si aujourd'hui ce vendeur, je lui ai acheté des pièces, en réalité, à combien il me les reprendrait aujourd'hui. Et ça, c'est certainement l'un des meilleurs tests, et un test qu'on ne fait pas. D'accord? C'est très important parce que souvent, on est un petit peu lié avec son acheteur d'or. C'est-à-dire que généralement, on revend là où on a acheté. Je reprends, on revend là où on a acheté. Donc si là où vous avez acheté, vous revendez généralement mal, alors vous revendrez mal. Et ça ne sert à rien de bien acheter ou d'acheter convenablement ou avec une petite marge si vous revendez mal. Et bien souvent, là où on achète très bien, où on croit très bien acheter, on revend en général extrêmement mal. Donc faites ces petits tests, vous verrez, c'est très instructif. Évidemment, diversifiez vos prestataires. Quand on dit diversifier vos prestataires, je pense notamment pour ceux qui font de la conservation en coffre, chez des tiers, vous devez bien comprendre que le fait, si vous choisissez Pierre plutôt que Paul ou Jacques, c'est que Pierre, il a des avantages. Et en général, vous choisissez comme avantage celui dont le prix perçu est le moins cher. D'accord? Parce qu'on est tous allergiques aux frais. Ça veut dire que si vous diversifiez, forcément, vous allez diversifier vers des... si vous aviez choisi Pierre, et vous aviez justement écarté Paul et Jacques parce qu'ils étaient plus chers. Et donc, si vous diversifiez, vous n'aurez pas le choix. Vous serez obligé de quitter Pierre, qui est un peu moins cher, pour Paul, qui est plus cher, et pour Jacques, qui est encore plus cher. Donc, diversifier, ça coûte cher. Mais diversifier, c'est la seule garantie que vous puissiez avoir pour votre patrimoine. Et souvent, les gens ne diversifient pas parce qu'ils sont radins, parce que diversifier, ça coûte cher. Et pourquoi aller payer plus cher quelque chose que je peux avoir moins cher? Eh bien, pour diversifier par 10. Parce que si tout est chez quelqu'un, et que parce que vous avez tout mis chez Pierre et pas chez Paul et un peu chez Jacques, et que Pierre, manque de bol, il a décidé de se barrer avec la caisse, eh bien, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Oui, c'est la faute à Pierre. Pierre, il est parti avec mes sous. Oh là là, Pierre, il est méchant. Eh oui, mais il y avait Paul et Jacques aussi. Et Paul et Jacques, ils étaient peut-être plus chers, mais ils étaient peut-être plus honnêtes. Parce que, également, l'honnêteté, ça a un prix, ça a un coût. D'accord? Donc, posez-vous la question. Comment on gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Il faut que les sociétés puissent gagner de l'argent. Une société qui ne gagne pas d'argent, c'est une société qui va faire faillite. Et une société qui va faire faillite, on ne lui confie pas son argent. D'accord? Posez-vous toujours la question, quel argent je gagne? Il y a une grande société nord-américaine qui fait des tarifs à ras des pâquerettes, qui a une carte également pour faire de l'or plastique, etc., etc. Cette société, que je nommerai pas, si vous allez regarder ses comptes et son bilan, c'est une entreprise qui perd de l'argent tous les ans, comme Altis. D'accord? Et il y a quelqu'un qui derrière remet au pot tous les ans pour que cette société puisse continuer à tourner. Et tous les ans, chaque année, chaque bilan que Dieu fait est négatif. Et les gens disent « Oh, bon, ils sont quand même vachement moins chers. » Vas-y, je te regarde. D'accord? Allez-y, mettez vos sous là-bas. Et puis je vais me coller l'oreille au mur et puis je vais attendre que vous rentriez dedans et puis que vous fassiez « Aïe, j'ai mal !» Oh, ils sont méchants quand même, ils sont partis avec mes sous, je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas s'ils partiront avec vos sous, pas avec vos sous, je m'en fiche.
Ce que je sais, c'est qu'on diversifie et qu'évidemment, quand on regarde les comptes d'une banque, d'une entreprise à qui on va confier son argent et que cette entreprise perd de l'argent, c'est évidemment pas bon signe. Donc on vérifie les comptes et on diversifie. N'oubliez pas, une société qui conserve votre or, c'est toujours un risque en plus. D'accord? Et vous n'avez pas de bonne solution. Vous devez choisir en gros par qui vous allez vous faire voler. Mais c'est comme ça qu'il faut poser le débat. Hein. Par qui je vais me faire voler? Est-ce que je me fais voler par le cambrioleur qui va rentrer chez moi, qui va me saucissonner, me prendre en otage, trucider ma femme et mes enfants et partir avec mon magot? Hypothèse 1. Hypothèse 2, est-ce que c'est Pierre, parce que Pierre, Paul, Jacques, et que je n'ai pas voulu justement diversifier, et donc je suis tombé sur le mauvais, je n'ai pas pris le bon parce que j'ai voulu prendre le moins cher, et Pierre manque de bol, il est honnête, il a la clé du coffre, et hop, il s'est barré avec, et là, je me suis fait voler aussi. Ou alors, est-ce que je mets tout à la banque, et le jour où la banque fait faillite, eh ben, il ferme le rideau, terminé, et je ne peux plus accéder à mon or. Ah, vous n'avez pas de bon choix là-dedans. D'accord? Il n'y a aucun bon choix. Vous n'avez aucune bonne solution. Quand on n'a aucune bonne solution, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On diversifie. D'accord? En disant, ben, si j'en mets chez Pierre, si j'en mets chez Paul et si j'en mets chez Jacques, ben, avec un peu de chance, il y a peut-être Pierre qui ne sera pas gentil, mais bon, peut-être que Paul et Jacques, eux, ce seront des gens bien. Et peut-être que Paul et Jacques, eux, eh ben, ils ne partiront pas avec mes sous. Voilà. Donc vraiment, j'insiste sur cette notion de diversification, surtout quand vous confiez à des tiers. Et puis, il y a des systèmes différents. Donc on regarde les systèmes, comment ça marche. On se pose des questions, on réfléchit, on interroge, on discute. D'accord? C'est très important. Ensuite, évidemment, quels sont vos besoins, vos stratégies, vos scénarios? Si vous me dites, moi j'habite à côté de la frontière suisse, de toute façon s'il y a le moindre problème, j'ai la double nationalité, je passe de l'autre côté, ça me prend 5 minutes, et ben vos besoins, ils ne sont pas du tout les mêmes que quelqu'un qui lui habite à côté de la frontière franco-espagnole ou de quelqu'un qui habite en pleine région parisienne, en plein cœur de l'Île-de-France et qui, s'il y a le moindre problème, a priori sera même coincé par les bouchons et ne pourra même pas sortir. Bon. Donc si vous voulez, tout dépend ce que vous anticipez, un effondrement total et un scénario à la Mad Max où tout le monde s'entretue. Bon, dans ce cas-là, stocker la vieille pétoire du PP avec des cartouches et puis surtout des boîtes de conserve pour manger. Hein, ça, c'est si vous anticipez un scénario à la Mad Max et à la fin du monde. Et puis, si vous êtes sur des choses qui sont plus, je ne vais pas dire plus raisonnables, mais enfin qui sont par exemple une grosse crise financière, bon, si vous anticipez une grosse crise financière avec des gros problèmes bancaires, vous n'aurez peut-être pas envie d'avoir votre or stocké effectivement dans une banque. Si votre scénario c'est plutôt l'effondrement de l'Union européenne et surtout de l'euro comme monnaie unique, vous vous direz j'ai peut-être envie d'avoir de l'or stocké en Suisse ou stocké au Royaume-Uni ou stocké à Hong Kong hors zone euro et hors Union européenne. Bref. Il y a autant de scénarios que de gens sur Terre, ou presque. À quoi vous vous préparez? Pourquoi vous voulez, contre quoi vous souhaitez vous prémunir? Quelle est votre stratégie d'achat d'or? Pourquoi vous voulez acheter de l'or? Et à partir de là, évidemment, ça aussi, ça va influer considérablement sur la manière dont vous allez acheter votre or, là où vous allez l'acheter, là où vous allez éventuellement le stocker ou le confier, la manière dont vous allez le répartir et donc forcément le coût que ça va avoir. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut avoir en tête quand on veut acheter de l'or. C'est tout ça qui influe évidemment sur le prix de l'or. N'oubliez pas, encore une fois, l'or, c'est avec soi, pas chez les autres. À partir du moment où vous l'avez chez les autres, vous êtes en situation de risque de confiance vis-à-vis d'un tiers. Donc si vous avez confiance dans ce tiers, très bien, bravo, c'est libre à vous. Et si vous n'avez pas confiance dans ce tiers, il n'y a pas 36 solutions. C'est le trou au pied du grand chêne, 10 pas à droite au moment du soleil couchant lors du solstice d'hiver pour trouver le magot. Et le tout écrit sur une carte mise dans un coffre dont la clé a été jetée au fond du puits. Sur ces belles paroles, je vous dirais juste prenez soin de vous, prenez soin de votre argent, soyez prudents, ne soyez jamais naïfs, creusez toujours les choses. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et s'il y a un doute, abstenez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.